quand tu sais que tu dois aller dans telle structure, on risque de te lapider, on risque de te jeter des pierres, on risque de te cracher dessus, que tu sois stigmatisé. Mais tu ne vas jamais aller là-bas. Tu préfères rester dans ton petit coin. Et c'est là, ça va créer d'autres problèmes. La plupart des personnes qui fréquentent nos groupes de parole sont d'abord des personnes jeunes, dont l'âge varie entre 16 et 28 ans. Elles sont très jeunes. Pour la plupart, elles sont des élèves. Et si on dit s'il y a 10 élèves, au moins 8 ne vivent plus en famille. Parce qu'elles ont été rejetées par les parents. Donc, il faut à la fois qu'elles s'occupent de leur éducation, de leur nutrition, de leur habitat, de leur maladie. Donc, le challenge est énorme pour eux. Être homosexuel, déjà au Mali, c'est un problème. Et en plus, si tu es infecté et que tu deviens invalide, entre guillemets, parce que tu n'as pas voulu prendre de traitement, que la maladie opportuniste gagne le terrain sur ton corps, ton système immunitaire soit largement diminué, c'est un autre problème. Il y a une très forte stigmatisation, discrimination au sein de la communauté elle-même, déjà. Déjà parce qu'ils ne sont pas acceptés parce qu'ils sont séropositifs. Ça, c'est d'une. Ils ne sont pas acceptés par les autres personnes qui vivent avec le VIH parce qu'ils sont gays. Et ils ne sont pas acceptés par la société parce qu'ils sont gays et séropositifs. Donc vous voyez dans quelle précarité, c'est une position très précaire en fait. Il y a des personnes qui se savent séropositives qui préfèrent rester calmement dans leur petit coin et se laisser mourir. Il y a encore des gens aujourd'hui qui se savent séropositifs, qui ne prennent pas le traitement. Pourquoi? C'est des deux côtés. Il y a déjà des personnes qui n'arrivent pas à accepter leur infection, qui n'arrivent pas à accepter leurs résultats. Et ça, c'est un travail, je me sens un peu responsable, c'est un travail qu'on doit faire, c'est un travail associatif. Et nous qui sommes dans le domaine de la dépistage, on doit continuer ce travail d'accompagnement psychologique de ces personnes. Bon, on n'a toujours pas le temps, on n'a toujours pas les moyens, parce que donc, ça, c'est un autre côté. L'autre côté aussi, c'est quand la personne, malgré elle, a envie de se prendre en charge, l'accueil dans le centre de prise en charge n'est pas ça, parce qu'elle est séropositive, elle est homosexuelle. Alors souvent, les médecins, la plupart de nos médecins, donc la quasi-totalité des médecins dans nos sites de prise en charge publics, ne sont pas outillés, ou du moins, même s'ils sont outillés, ne sont pas à même d'accepter ces personnes, ces homosexuels-là. Donc nous avons eu dans notre organisation un Ivoirien qui est arrivé, il faisait déjà la maladie. Donc, il était en phase très avancée du VIH et nous l'avons introduit dans un centre de prise en charge via notre assistante sociale. Et lui, il était une personne identifiée transgenre, c'est-à-dire très fortement, avec une expression très féminine. Et l'expérience qu'il a vécue à l'hôpital central de Yaoundé, quand il s'est fait enregistrer pour entrer dans le circuit de prise en charge, a été vraiment une expérience les mots me manquent pour exprimer la douleur qu'il a ressentie. Il a été taxé de tout, de charlatan, d'extraterrestre. Et il était très malade parce qu'il était porté par 2 pères éducateurs, il était escorté carrément. Donc du coup, vu l'urgence, nous avons été obligés pour les prochains rendez-vous, on a été obligé de l'habiller en garçon, de faire tout qu'il ait une apparence assez convenable pour au moins savoir accès au service. Parce qu'on a dit, vu son état, il n'est pas question de pouvoir enclencher encore des procès pour essayer d'expliquer que voilà, il y a des gens qui existent comme ça. Donc on est obligé de carrément l'habiller à nouveau, changer son style, faire tout pour qu'il puisse avoir accès. Les structures classiques, elles ne sont pas habituées à rencontrer et que dans leur formation médicale, que ce soit au niveau des écoles des infirmiers, des sages-femmes ou au niveau de l'école de médecine, c'est-à-dire que l'orientation sexuelle, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que ça ne fait pas
partie de la routine. Dans les services publics, un homosexuel, surtout visible et féminin, ne peut pas venir faire comment dire, une consultation IST dans un centre de santé sans qu'il y ait une conséquence, au moins qu'on ne l'insulte pas, même si on ne le frappe pas, on va l'insulter, on va lui parler d'une manière, où il y en a même qui vont carrément refuser de les traiter. Du coup, les gens, il y a beaucoup plus la croyance de l'individu qui est de l'avant par rapport à la pratique médicale qui devait prendre le dessus. Et donc l'accueil du coup, quand tu vois au niveau de structures classiques, est tel que quand tu es homosexuel, mais attends, tu te dis où vais-je aller? C'est difficile. Tu vois, parce que tu vas trouver un stigma qui est là, tu risquerais de ne pas avoir un soignant. Et c'est là où nous nous sommes dit, nous avons entrepris l'information, la sensibilisation de nos confrères, de nos consoeurs, pour qu'on puisse comprendre, attention, il y a ce risque, on ne fait pas attention, l'accueil n'est pas de qualité, ça va développer un stigma, discrimination auprès d'une couche très sensible. Non loin de mon organisation, déjà, il y a des églises avec des tracts. Venez dimanche, culte miraculeux, guérison abondante, guérison contre le VIH, contre les cancers. Ce sont des publicités faites dans toutes les villes, dans toutes les villes du Cameroun. Partout où vous irez, vous verrez ce genre de tracts-là. Il y a des chaînes chrétiennes où des gens témoignent en boucle que j'avais le VIH, j'ai été imposé par mon pasteur, j'ai fait 21 jours de jeûne et voici mon test, il était positif, maintenant je l'ai refait les négatifs. Chaque semaine, il y a ce genre de témoignages-là et cela vraiment a un impact très néfaste sur la prise des ARV. On a vraiment ce problème de stigmatisation intercommunautaire aussi, qui est une réalité qu'il faut aussi déplorer. Nous avons eu au sein de l'organisation toujours un jeune qui après avoir été mis sous traitement ARV, a commencé à prendre du poids, donc qui était justement une des réactions de la prise des ARV. Et du coup, il a été identifié au sein de l'association comme du bouche à oreille. Et s'il prend du poids, c'est parce que effectivement il est sous ARV et voilà. Bon, et le jeune homme se rendant compte que effectivement tout le monde a compris les raisons de sa prise de poids, a décidé tout bonnement d'arrêter. Et présentement nous sommes en train de voir avec l'assistante sociale les voies et moyens pour pouvoir le ramener au traitement, mais il est catégorique dessus, il a arrêté le traitement. Il y a une auto-stigmatisation à leur sein. Tu vois, la plupart des séropos que je rencontre au milieu homosexuel à Cotonou, au Bénin, partagent leur séropositivité avec moi, excepté ce cas-là, mais ils ne se partagent pas l'information entre eux. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Parce qu'il y a la réaction de l'un des meilleurs père-éducateurs de BESIP qui m'interpelle depuis que j'ai appris sa mort, parce que s'il savait séropositif depuis des années déjà, il ne me l'a pas dit. Et il informait ceux qui lui disaient, ceux qui l'informaient de leur séropositivité, les encourageait à se faire en charge. Il a encouragé la population homosexuelle de faire le dépistage, mais lui-même ne se faisait pas suivre. Je n'arrive pas à me l'expliquer, même si j'essaie de comprendre, mais ça, c'est le comportement qu'il y avait avant, il y a 20 ans, au début de l'infection. Avant, au Mali, c'était très difficile d'avoir quelqu'un, un homosexuel, qui parle ouvertement de son statut sérologique. Parce que d'abord, c'est double stigmatisation. Tu es stigmatisé parce que tu es séropositif. Tu es déjà stigmatisé parce que tu es homosexuel. Et dans
la communauté homosexuelle aussi, tu vas être stigmatisé parce que tu es séropositif, puisque les gens n'ont pas l'information, ils ne savent pas que c'est pas parce que tu es séropositif. À chaque contact, tu es susceptible de transmettre le VIH. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus et il y a des gens qui sont prêts à aller parler de l'importance du traitement, qui disent ouvertement, comment dire encore, à l'intéressé. Moi, je suis infecté par le VIH, mais je suis le traitement, tu vois. Je pense que je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème, il faut juste suivre les indications du médecin. Voilà, c'est des conseillers, c'est un travail supplémentaire qu'on a commencé récemment quand même, surtout à Bamako, et qui commence à donner des résultats. Au fait, quand j'ai appris mon infection en début des années 92, c'était pour moi un coup de massue. Je n'étais pas... bref, je ne m'attendais pas à vivre quelques jours encore. Donc, mais j'ai gardé ce secret pendant des années. Donc quand j'ai décidé en 96, donc 4 ans après, d'en parler à ma famille, quand je dis ma famille, à ma grande sœur avec qui je vivais. Donc je n'ai pas parlé à ma maman qui était gravement malade. Donc la réaction de ma famille, de cette grande sœur, était un peu le déclic. Donc je dis déclic aujourd'hui, mais il y a 20 ans, je ne dirais pas la même chose parce que c'était comme si c'était un pestiféré. À peine j'ai terminé la phrase, je lui ai annoncé, oui, je suis séropositif. Elle s'est rapidement éloignée de moi comme si c'était la peste. Donc voilà, ça m'a choqué. J'ai dit, bon, ok. Voilà, je savais que j'avais une maladie grave. Donc si j'annonce à ma famille et que les miens me rejettent, qu'est-ce qu'il en reste encore? Il ne reste plus rien. Tout récemment, j'ai suivi un jeune qui avait commencé son traitement et le traitement avait déclenché une endémie. Donc, on lui a cassé son traitement et puis les médecins cherchaient des poches de sang pour lui transfuser. Donc, c'était plus probable et très facile si ses parents étaient informés pour qu'ils viennent faire un don de sang et pour qu'on les transfuse après. Mais ça a été tout un tas de problèmes puisque ses parents ne sont même pas au courant, en fait, soupçonnent son orientation sexuelle et ils le punissent. C'est un jeune de 19 ans. Oui, il est encore au lycée, il est au terminal. Donc, il fallait que je trouve des stratégies pour me faire passer pour, par exemple, le grand frère à un de ses amis, pour l'aider un peu à faire des démarches aux banques de sang pour lui avoir des postes et puis parler aux médecins qui s'occupaient de lui dans leur centre de santé du quartier, parler de son statut et puis leur informer que les parents ne sont pas au courant pour telle raison, telle raison. Les gens n'acceptent pas eux-mêmes déjà pour prendre le traitement. Et s'ils acceptent, donc ils le font en cachette. Parfois, ils nous disent que d'accord, je vais prendre le traitement, mais si je suis chez moi, je partage ma chambre avec mon frère. Mais bon, parce que nous, dans notre contexte, on vit chez nos parents jusqu'à l'âge du mariage. Donc on sort le jour du mariage, on passe la nuit chez nous. Sinon, on est chez les parents. Donc, et on partage nos chambres généralement avec une frère ou une soeur. Donc ils me disent comment faire, où je peux cacher le traitement, si je suis au boulot, donc comment faire, c'est plusieurs comprimés, les gens vont poser la question. Et pour parler du père éducateur qui est décédé, s'il n'a pas pu continuer le traitement, le premier qui est décédé, c'est parce qu'il avait du mal, ça je le dis maintenant, parce qu'il avait du mal à prendre les cachets devant sa maman avec qui il vivait, qui était à ses chevet. C'est pour cela qu'il a laissé le traitement.
il avait du mal à pouvoir prendre les cachets devant sa maman. Il ne voulait pas que sa maman sache qu'il souffre du VIH. Et à un moment, il a développé, je pense qu'il était hémiplégique, donc il ne pouvait pas se déplacer. C'est sa maman qui était à ses cheveux. Puis sa maman ne savait pas de quoi souffrait son fils. Il l'a amené vers les tradipraticiens et après vers les religieux. Et la mort s'en est suivie. Tu vois, il avait peur de la discrimination. Il avait peur d'être rejeté par sa famille, par sa maman, qu'il aimait bien. Et lui aussi, il aimait sa maman. Le besoin est immense. Il faut faire quelque chose parce que je prends un cas très pratique, celui d'un jeune de 18 ans. Il est séropositif, il atteint des condylome, il s'est fait éjecter de sa famille et il est à la charge des associations. Déjà que nous peinons à payer nos loyers, nous peinons à assurer tous les frais liés à la survie du centre. Donc c'est très difficile pour nous de pouvoir proposer par exemple un plan de rééducation, peut-être une formation à ce jeune-là, peut-être payer ses frais d'ordonnance, payer ses bilans de suivi. Bon, il y a tellement de choses. Donc, il faut que nous travaillons sur ces questions-là d'appui aux MSM indigents. Donc, la réflexion est ouverte et nous sommes toujours en train de travailler avec nos partenaires comment on peut vraiment garantir une prise en charge globale et gratuite de ces homosexuels-là qui sont très jeunes. Si la famille, généralement, s'il trouve que leur fils est gay, donc il est rejeté par sa famille, il est rejeté par ses amis qui sont hétérosexuels. Et s'il est positif, c'est encore pire. Il sera rejeté par tout le monde. En fait. Les gays séropositifs n'ont personne. Non, honnêtement, ils n'ont personne. Ni les autres gays, ni les autres séropositifs. Donc, ils n'ont que les autres personnes qui sont gays et séropositifs. Donc ils se retrouvent en communauté ou l'association qui les héberge pour un programme de prévention et on essaie de les aider, même financièrement, et les appuyer, les encadrer pour qu'ils soient des leaders, pour qu'ils soient des transmetteurs d'informations et de programmes de prévention auprès des autres populations. Et ça a marché avec beaucoup de cas qui sont devenus des leaders, des acteurs, des militants même. Ils militent pour avoir le traitement, ils militent avec nous pour réduire la stigmatisation et la discrimination.